Donc avec Marie-Laure, on va vous présenter Anne-Laure, pardon. Marie-Laure, c'était bien aussi. Anne-Laure, sur la nouvelle réglementation donc du permis de conduire au niveau du médico-social. Vous nous avez en 2022, on avait déjà été sollicité sur cette nouvelle réglementation-là. Vous m'avez ressollicité en fait cette année ou sur d'autres années pour mener des webinaires d'information pour les patients et vos adhérents. Et comme en 2025, en janvier normalement 2025 ou février 2025 au plus tard, il y a un webinaire qui est prévu en fait sur le permis de conduire et cette nouvelle réglementation, mais c'est un webinaire débat. On voulait vous proposer aujourd'hui un petit peu d'ouvrir des échanges qui va nous permettre en fait de préparer ce webinaire-là, le webinaire qu'on aura en 2025. Donc là, je vais resituer un petit peu le cadre. Donc la nouvelle réglementation, elle date du 28 mars 2022. Donc il y a eu en 2022, dès qu'il y a eu l'annonce de cet arrêté-là, une intervention de notre service juriste santé sur cette nouvelle réglementation-là. Il y a eu un premier webinaire, il y a eu un deuxième webinaire en 2023, et à la suite des deux webinaires, vous avez un petit document, je crois qu'il est en accès libre sur le site de Brainteam, sur la nouvelle réglementation du permis de conduire. Alors ça, c'est la règle. Après, c'est des conséquences que ça a effectivement sur la vie de tous les jours. Donc, dans ces webinaires-là, la conclusion qu'avait fait Dominique Thierry, c'était que l'arrêté portait, pour certaines personnes en tout cas, atteinte à l'autonomie et empêchait certaines personnes de conduire du jour au lendemain, et que c'était dramatique, évidemment, dans l'histoire des personnes. Et c'est suite à ça un petit peu que le webinaire débat a lieu pour essayer aussi de faire prendre conscience de tous les aspects de cette loi-là, pourquoi il y a eu cette loi-là, comment les personnes le vivent et comment elles peuvent vivre avec cette nouvelle réglementation. Donc dans un premier temps, 2025, on réactualisera le document parce qu'il y a aussi des informations qui me sont souvent demandées, notamment les centres de rééducation qui peuvent... il y a des centres qui ont des simulateurs de conduite qui peuvent être aidants pour savoir si on est en capacité ou pas de conduire ou si on a un projet de permis de conduire. Donc, on voulait intégrer ces listes-là. Les listes aussi des médecins agréés. Alors, c'est dangereux parce que ça change, mais en tout cas, faire un renvoi sur informatique sur la liste des médecins agréés que vous pouvez contacter quand vous êtes concerné par cette réglementation-là. Donc, en 2025, donc au premier trimestre 2025, il y a ce fameux webinaire débat qu'on est en train de préparer. Et par la suite, pour travailler aussi sur l'aspect du permis de conduire, il y aura des ateliers, enfin un atelier qui sera proposé à distanciel sur le permis de conduire. Donc je vais vous présenter, donc pour préparer ce fameux webinaire débat et un petit peu des échanges qu'on voulait avoir aujourd'hui et compléter l'intervention suivante. Donc le webinaire, il sera composé de juristes santé qui nous reparlera, qui resituera la réglementation de cet arrêté de 2022. Il y aura la présence d'un expert d'un centre de référence de chez nous. Il y aura un expert d'une assurance, parce que ça joue aussi au niveau des assurances. Il y aura bien évidemment, et on espère que vous serez présents, qu'il y aura des représentants d'associations de patients et les retours qu'on aura aujourd'hui et l'étude que je vais vous présenter, nous permettra aussi d'avoir des éléments. Il y aura aussi la présence d'une association de victimes des accidentés de la route, un représentant de l'État sur la sécurité routière. Enfin, l'objectif, c'est d'avoir plusieurs experts, et parce que en fonction des différents experts, on n'a pas forcément la même place et la même vision de voir les choses. Et il y aura aussi la présence de quelqu'un d'un service social, parce que la question, c'est si on ne peut plus conduire ou si on a des aménagements préconisés, comment est-ce qu'on peut faire et quels sont les soutiens qui sont quand même possibles. Donc, pour préparer cette journée-là, je vous ai adressé à l'ensemble des présidents, enfin des associations de patients. Donc, c'est pas tous les patients qui ont répondu, c'est notamment, c'était réservé aux membres des groupes, c'était avoir des tendances, en fait. C'était pour ouvrir le débat. Donc, pour savoir un petit peu quelles étaient les tendances sur ce vécu de cette nouvelle réglementation-là. Donc, la nouvelle réglementation du permis de conduire. Donc, merci à tout le monde, parce que quasiment tout le monde a répondu. Donc, je vous remercie beaucoup parce que vous avez pris du temps. Ça va nous permettre un petit peu de resituer les choses. Donc, ce qu'il faut savoir, c'était la question, c'est est-ce que la nouvelle réglementation sur le permis de conduire, qui exige aujourd'hui une visite médicale,
et comment est-ce qu'elle a été vécue et comprise par vos adhérents. Donc vous avez répondu au nom de vos adhérents sur les retours que vous avez déjà eus, que vous avez régulièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que 33% quand même des personnes pensent que la réglementation, elle est plutôt bien comprise. Alors, bien comprise, c'est pas forcément accepté. En tout cas, elle est comprise. C'est-à-dire que les gens comprennent la réglementation. Il y en a quand même la moitié où c'est pas du tout compris, voire difficilement compris. Ça veut dire que là, il y a peut-être aussi des actions à mettre en place. Si elle est comprise, est-ce que la visite médicale, parce que dans la loi, ce qui est important, c'est la visite médicale obligatoire avec un médecin agréé, eh ben, elle est quand même pour 30%, un tiers des personnes, vous pensez que dans vos adhérents, 30% pensent qu'elle est plutôt bien acceptée. C'est plutôt quand même bien, ça rassure finalement les familles, donc c'est pas que quelque chose de négatif, mais il y en a toujours pour la moitié où c'est quand même très difficile d'être accepté, soit pas du tout accepté. Donc vous voyez, on est toujours sur ces entre-deux. Et ben pour les adhérents, qu'est-ce qui fait que c'est pas accepté? Ben, c'est le sentiment de discrimination et d'injustice. Pourquoi est-ce qu'on nous supprime notre autorisation de conduire et du coup ce sentiment de perte d'autonomie et de liberté, parce qu'évidemment plus de permis, ben, on peut plus se déplacer. Pour d'autres, il y a un sentiment de bien conduire avec la maladie. Alors pourquoi est-ce qu'on nous demande finalement de passer devant un médecin agréé alors que les gens ont le sentiment vraiment qu'avec la maladie, ça ne pose pas de soucis. Le coût financier est beaucoup moins évoqué, mais il est quand même évoqué plusieurs fois. Et puis le sentiment d'une méconnaissance, on en parlait tout à l'heure à table, des médecins agréés par la préfecture, d'une méconnaissance de nos maladies rares. D'une manière générale, 50% des personnes qui sont concernées par cette nouvelle réglementation-là passent, comme la loi le demande, la visite médicale, c'est-à-dire qu'il y en a quand même la moitié qui ne le passe pas, alors qu'ils devraient la passer. Voilà, c'est quand même, ça questionne. Et pour quelles raisons les personnes ne passent pas, évidemment, la visite médicale devant le médecin agréé? C'est qu'ils ont tout simplement peur de se voir une interdiction de conduire et donc une perte évidemment d'autonomie, enfin avec beaucoup de conséquences, puisque perte de travail, perte de beaucoup de choses, de vie sociale. Et puis il y en a légèrement, mais ils sont beaucoup moins importants, avec un manque quand même d'information. C'est plus par manque d'information. Pour les personnes qui ont passé le permis de conduire, qui ont passé la visite médicale auprès des médecins agréés, eh ben, il y en a quand même la moitié qui disent que à la suite de la visite médicale, certains ont perdu leur permis de conduire, il y a une suppression. Ils ne le vivent pas forcément négativement, parce que je pense que ça les rassure, ou ça rassure l'aidant, parce que parfois c'est aussi l'aidant qui est rassuré de voir que finalement son conjoint ne conduit pas. Pour d'autres, il y a eu une restriction du permis de conduire, c'est-à-dire qu'il y a une autorisation de conduire, mais avec un aménagement bien souvent du véhicule. Et là, c'est obligatoire. Et puis pour d'autres, ils ont l'autorisation de conduire, il n'y a pas d'aménagement de véhicule, simplement ils ont un délai, ils ont une autorisation pour 1 an, pour 2 ans, pour 5 ans, enfin on voit tout. Voilà, donc il y a bien eu un impact quand même. Suite à la visite médicale, il faut savoir qu'il y a un risque effectivement d'avoir un impact sur votre permis de conduire. Du coup, on vous a demandé quelles seraient les actions qu'on pourrait mener pour mieux comprendre cette nouvelle réglementation et les démarches. Il y a tout un aspect, alors il y a eu beaucoup de choses de proposer, j'ai mis tout azimut, après on verra aussi à la suite des échanges d'aujourd'hui et surtout du débat qu'il y aura en 2025, quelle action vraiment plus précise on pourra mener. Mais tout ce qui est sur la communication, il y a encore des choses à améliorer sur les démarches et la procédure à faire parce que c'est quand même pas simple. Et effectivement, ce qui est aussi souvent, ce qui revient souvent, c'est quels sont les soutiens pour faire la démarche et quelles sont les alternatives à la conduite. Il suffit pas effectivement qu'on se retrouve sans permis de conduire. C'est si on n'a plus de permis de conduire, quelles sont les autres démarches possibles? Comment on peut se déplacer finalement sans permis de conduire? Donc il y aura sans doute, nous au niveau de la filière, des démarches qu'on pourra faire pour vous informer aussi de tout ce qui peut exister, parce qu'a priori c'est pas clair pour tout le monde. Et puis il y a aussi ce qui a été préconisé, une action de sensibilisation, de prévention des risques sur la route, parce que outre pour ceux qui conduisent et qui n'ont pas passé la visite médicale avec une autorisation, du coup il y a ce doute que vous pouvez mettre en danger vous-même, mais aussi d'autres personnes. Voilà, donc en conclusion,
Je vous laisse lire 2 témoignages qui vont permettre de, je pense, passer la parole à Anne-Laure. J'ai encore failli dire Marie-Laure, c'est pour ça. Anne-Laure, sur un petit peu le vécu, vraiment le vécu que vous avez sur cette fameuse nouvelle réglementation, sur effectivement quelqu'un qui habitait sur un département et qui chaque année devait passer la visite médicale. Donc lui, il avait le droit de reconduire, mais avec une limitation en fait de la durée de son permis. Et en changeant finalement de département, on se retrouve avec un permis valide à vie. Donc, comme quoi, pour la même pathologie, on peut avoir des situations. C'est un petit peu souvent ça que vous me faites part. Ça existe. Voilà. Et puis aussi, toujours cette méconnaissance peut-être des médecins agréés sur nos maladies rares et un petit peu ce sentiment que d'un département à l'autre et même dans le même département, en fonction du médecin agréé, on n'a pas toujours la même position du médecin. Merci Isabelle. Alors, on laissera les questions et les débats à la fin. Oui, donc là, on va tout de suite enchaîner avec la présentation d'Anne-Laure. Anne-Laure, je te mets le diaporama. Comme ça. Ouais. Moi, je suis ravie d'intervenir en complément d'Isabelle. Je vous remercie de m'avoir proposé de parler avec vous de ce sujet. Les enjeux sont importants, on le sait, pour les patients et pour nous tous. Alors, voilà, on va démarrer sur l'enjeu, parce que c'est ça, c'est entre sécurité et liberté, où est-ce qu'on va placer le curseur de manière la plus équilibrée, la plus juste possible pour tous. On l'a vu, on le sait, au plan individuel, pour beaucoup, conduire c'est une nécessité, un impact sur la vie professionnelle, sur la vie familiale, ça facilite le lien social, c'est un point clé pour l'autonomie. Donc, quand on bascule dans le champ de la maladie et qu'en plus on apprend dans la foulée qu'on risque d'avoir une restriction de ses droits, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Alors, je ne vais pas revenir sur le détail de la législation, mais voilà, l'idée, c'est la question de la responsabilité et de la sécurité. L'objectif du législateur, ça reste quand même, avant toute chose, de garantir la sécurité de tous. Et je pense qu'on peut être tous d'accord ici pour convenir que c'est un objectif louable en tant que tel. Il s'agit donc de minorer les prises de risques et c'est pour ça qu'il y a eu en réalité pas une seule décision mais des décisions successives de prévention et de contrôle pour cibler les conducteurs susceptibles de ne plus être pleinement garants de leur aptitude à la conduite puisque, je vous le rappelle, dans le code de la route, c'est à chacun d'être garant de son aptitude à la conduite. Or, s'il y a quand même aussi, donc c'est pour ça j'ai précisé quand on souffre d'agnosie, c'est-à-dire en fait quand on n'est pas nécessairement pleinement conscient des risques encourus ou de faire une analyse de la situation, on est en situation on peut méconnaître le danger qu'on court ou qu'on fait courir. Donc, le débat sur la mobilité, c'est comment parvenir à répondre à la fois aux exigences de sécurité et de maintien de l'autonomie. Alors, il y a une évolution, on l'a tous remarqué déjà. Il n'y a pas que les personnes malades qui sont ciblées par la question. Pour nous tous, maintenant, le permis n'est plus valide à vie, mais au maximum pour 15 ans. Pour autant, c'est une démarche administrative, donc se pose la question, est-ce qu'il faut examen médical, pas examen médical, administratif, pas administratif. Là, pour les personnes âgées de 70 ans et plus, on voit qu'il y a eu différentes propositions de loi successives et que l'Union européenne, là, est en train de faire passer un texte pour instaurer un permis réservé aux plus de 70 ans renouvelable tous les 5 ans. Donc, soyons clairs, on se dirige vers ça. Et là, ce qu'il faut mettre en scène aussi dans le débat, c'est que la France n'est pas seule à réfléchir sur le sujet, mais elle s'inscrit dans une communauté qui est plus vaste et que l'harmonisation des pratiques, c'est aussi un point à prendre en compte au plan européen, au niveau du webinaire et des réflexions qu'on peut avoir avec les adhérents. Je vais donner un autre exemple, par exemple, un débat pareil entre idées reçues, réalité statistique, qui sont réellement les conducteurs à risque.
hein, parce que c'est ce qu'on a vu aussi dans les résultats de l'étude, enfin du questionnaire dont nous a fait part Isabelle, c'est qu'on se demande finalement, est-ce que les malades sont réellement des conducteurs à risque, hein. Donc on voit par exemple sur l'exemple de l'âge que la perception des conducteurs seniors comme étant à risque, elle est largement répandue. Et pour autant, s'ils sont plus responsables des accidents, ce ne sont pas la catégorie qui cause le plus d'accidents, hein, d'accord? Donc ce sont les jeunes conducteurs qui ont le taux d'accidentalité le plus élevé. Eh bien, on vient dans le décret du 20 décembre 2023, donc il y a un an, de faire abaisser l'âge du permis de conduire à 17 ans. Donc c'est juste pour relever la question de élargir et pour réfléchir à la cohérence, hein, des choses. Voilà. Donc, vous le savez, pour les malades, il y a l'arrêté du 28 mars 2022 qui liste les problèmes de santé qui peuvent compromettre la sécurité routière et le point est mis sur l'idée de l'incapacité fonctionnelle. Donc, elle précise les affections médicales incompatibles avec le maintien du permis de conduire ou nécessitant un aménagement de ce droit. Certes, c'est plus contraignant, mais par rapport au texte antérieur, je vous ai listé là, par exemple, il y en a en 97, en 2005 et en 2010, où il y avait du flou. Donc là, au moins, c'est plus contraignant, c'est plus clair aussi. Il y a moins de débats sur j'y vais pas, j'y vais quand, j'y vais, etc. On va réfléchir après tous ensemble sur les implications. Là, on pose les éléments. Donc maintenant, et dans les questions qui aussi sont remontées à Isabelle, c'est quoi les étapes de revalidation du permis? Ces étapes, en réalité, maintenant, elles sont claires. De manière facultative, le neurologue donne un avis. On peut aussi avoir une évaluation en centre de rééducation. On passe une visite médicale avec le médecin agréé de la préfecture. S'il se déclare incompétent, c'est par exemple dans le cadre des maladies rares, parce je rappelle, les médecins agréés de la préfecture sont des médecins généralistes. Ils ne connaissent évidemment pas nécessairement toujours la spécificité de l'ensemble des pathologies. On peut penser que dans le cas des maladies rares, pareil, parfois ils peuvent ne pas avoir l'ensemble des éléments. Et donc à ce moment-là, s'ils se déclarent, ils peuvent envisager un recours à la commission médicale départementale. Ensuite, donc, il y a un avis d'aptitude, des séances d'apprentissage en cas de besoin d'aménagement, la régularisation du permis s'il y avait des aménagements donc, qui est fait par l'inspecteur du permis, et ensuite l'avis réglementaire du préfet qui est donné. Et le permis aménagé est délivré avec une date de validité limitée, c'est 1 an, 2 ans et 5 ans en général. Donc, dans les faits, ça c'était la théorie, c'était la législation. Comment ça se passe? On constate, vous l'avez constaté, au plan médical, un défaut d'harmonisation avec une hétérogénéité des positionnements et surtout des attitudes des neurologues par rapport à cet arrêté. Après, je vais vous parler de mon expérience en centre expert sur aussi l'évolution des attitudes. Il y a encore beaucoup de neurologues qui, jusqu'à l'année dernière, enfin jusqu'à peu, avaient une méconnaissance de leurs obligations légales et donc ça se traduisait par une information inégalement délivrée aux malades. Et puis, en l'absence de consensus, des avis parfois, je dirais, personnels, parce que la communauté ne s'était pas encore réunie et ne validait pas nécessairement des critères partagés. On peut donc imaginer que pour les maladies rares, ce soit d'autant plus compliqué. Ça, c'était concernant les neurologues. Concernant les médecins agréés, on voit des décisions qui peuvent être parfois radicales, sans évaluation des capacités réelles de la personne, ni que ce soit fondé sur des concertations pluridisciplinaires. Donc là, ça pose la question de, quand on arrive auprès du médecin agréé, quelle est la nature du dossier que l'on présente, hein, avec quels éléments on se présente pour qu'il puisse avoir la décision la plus éclairée possible sur ce sujet. Et puis, on a vu également la méconnaissance par les personnes malades de la législation, ça c'est un point, mais du coup, des risques qu'ils encourent en cas d'accident
s'ils ont contourné cette obligation de revalidation et notamment l'impact au niveau de l'assurance. Hein. Donc, en plus de cette méconnaissance, il y a une réticence complètement compréhensible à initier une démarche fastidieuse et contraignante de plus dans une situation qui est déjà difficile, encore une fois, puisque le décret dit que c'est dès l'annonce du diagnostic, il faut bien se représenter psychologiquement, on apprend, enfin, on est confronté à des symptômes, on apprend qu'on a un diagnostic et on apprend dans la foulée qu'on va avoir une restriction de son droit à la mobilité. Donc, c'est comment accompagner cette annonce supplémentaire de manière à ce qu'il y ait un accès à la connaissance et à une possibilité de décision éclairée dans les meilleures conditions. Voilà. Je voulais vous donner, parce que donc en plus de mes interventions à Brain-Tip, donc dans le champ des maladies rares, j'interviens aussi dans un centre expert Parkinson à Henri-Mondor, et je trouve que cette expérience apporte également un regard complémentaire sur la façon dont l'abord de cette question a pu évoluer au fil du temps dans un service de neurologie plus général. Donc, moi, j'ai commencé à intervenir au Centre expert Parkinson il y a 10 ans, donc en 2014. Et en 2014, il n'y avait très peu, alors que la législation existait déjà d'une manière moins contraignante, mais sur la question du permis de conduire, la question du permis de conduire était très très peu abordée par les neurologues, quasi jamais mentionnée dans les comptes rendus. Et c'était un point pour lequel les neurologues avaient justement une réticence à l'aborder avec leurs malades, parce que déjà, ils avaient des points qui pour eux leur paraissaient prioritaires autour du diagnostic, du soin, l'organisation des prises en charge, et annoncer une mauvaise nouvelle de plus en altérant fatalement dans leur esprit le lien avec la personne malade, ben, ils étaient eux aussi plutôt dans l'évitement de la question. Pour autant, lorsque on a lancé avec le professeur Rémy le programme d'éducation thérapeutique, on a d'emblée mis un atelier sur la conduite automobile, justement pour pouvoir avoir un regard éclairé sur la question des droits et devoirs des conducteurs parkinsoniens. Et on a couplé ça avec un atelier facultatif dans le centre de rééducation de Coubert pour permettre un circuit court pour l'évaluation de la conduite de nos patients désireux de aller jusqu'au bout de la démarche et de faire déjà à l'époque revalider leur permis de conduire. Et on les accompagne complètement. Donc, on aborde l'ensemble des points autour de la législation, de l'assurance, l'impact des symptômes, l'impact des traitements, notamment sur la vigilance, les aménagements de la conduite et des véhicules, c'est-à-dire toute la question des alternatives à la conduite, pour l'idée que même si on a des restrictions de conduite, ce n'est pas une fin en soi. Hein. On les accompagne autour de l'évaluation de la conduite et on les accompagne sur la démarche auprès du médecin gré préfecture. C'est-à-dire qu'on a rédigé un document d'information synthétique, qui a été notamment une des demandes qui est remontée par vous auprès d'Isabelle, qui reprend l'arrêté, pourquoi, donc quels sont les symptômes, les traitements, le cadre législatif, le fait que les soignants aient une démarche à faire, une information à donner, mais que la démarche n'incombe qu'aux personnes désireuses de la faire, et la liste des démarches à faire, la liste des médecins agréés, tous les détails, quoi, le fait que l'avis du neurologue n'est que consultatif, etc. Donc, tous ces points sont dans un document de synthèse qui sont dorénavant donnés quasi systématiquement à l'issue de la consultation aux patients. Donc, vous voyez, il y a eu quand même une nette évolution sur 10 ans, et en particulier depuis 1 an, concernant cette information. Alors, et là, vous voyez, récemment, il y a un point important, c'est qu'il y a au niveau des centres experts, donc là je suis dans le champ du Parkinson, mais on peut imaginer que c'est pour d'autres maladies quelque chose qui est intéressant aussi à déployer, il y a un questionnement
autour d'une harmonisation des avis à donner. Et vous voyez, donc, les 5 facteurs à évaluer, on les connaît, ce sont ceux qui sont décrits dans la loi, les fonctions cognitives, en première ligne, bien évidemment, l'état moteur, les troubles de la vigilance, qui est l'autre point absolument clé, les troubles psychiatriques, les facteurs médicamenteux. Et ce qui ressort, c'est que le rôle du neurologue, quand on lui demande son avis, et je le rappelle, l'avis est consultatif, ce n'est pas de donner son avis sur une aptitude, et beaucoup de problèmes viennent de ça, c'est que là, le consensus vient de donner un avis sur un niveau de risque, qui est objectif. Pour les questions cognitives, vous voyez, c'est il y a une série de tests. Pour la fatigue et la vigilance, il y a un autre test. Pour les troubles du comportement, un autre. Et à l'issue de cette brève évaluation, on peut voir que si on a un niveau de risque faible, ça encourage à pouvoir, à ce moment-là, aller dans le sens d'un avis d'aptitude qui est à la conduite, que si on a un risque intermédiaire, il est plutôt recommandé, avant d'aller voir le médecin agréé préfecture, d'aller voir un centre d'évaluation à la conduite qui va préciser les choses, faire passer éventuellement un bilan neuropsychologique, différentes choses. Comme ça, on arrive chez le médecin agréé préfecture avec des éléments tangibles, ce qui fait que le médecin agréé préfecture n'a plus qu'à confirmer. C'est l'avis toujours consultatif qui a été donné par le centre de rééducation. Et si on est dans la partie rouge, on sait que probablement, vu que le risque est élevé, le conseil va être d'être un arrêt de la conduite. Mais là, on est dans quelque chose qui est donc plus standardisé, plus harmonisé et qui évite l'arbitraire. Donc, l'idée, vous voyez, l'idée, c'est que les soignants s'emparent petit à petit de ce sujet, qu'il y ait une meilleure prise en compte du devoir d'information des neurologues, que les soignants cheminent en s'appropriant progressivement le sujet, en étant moins réticents et en comprenant mieux leur place dans le circuit qui est celui de donner une information éclairée d'un avis seulement consultatif, que les avis tendent à s'harmoniser et que le fait d'aborder ce sujet fait qu'en consultation, les malades ont une meilleure conscience des risques qu'ils encourent ou risquent de faire encourir. Pour autant, on l'a vu, les malades, juste après avoir pris connaissance de la législation, ont une inquiétude légitime, un sentiment de perte de liberté, un vécu de sanction d'injustice, une envie de fuir le problème, et ensuite que c'est encore un parcours du combattant et une épée de Damoclès, puisqu'on l'a vu, c'était à réévaluer. Quand on est dans le cadre de maladies évolutives, ça veut dire que tout ce circuit va être à revivre. D'où la nécessité aussi d'un accompagnement sur tout ce circuit. Je voulais vous présenter des témoignages de malades, ça me paraît important. Voilà. Et le premier, donc, Monsieur Constant, qui est atteint d'une AMS. J'ai été suivi par une neurologue à l'hôpital Mont-d'Or et dans le cadre d'ateliers pour les patients, ateliers animés par des professionnels de toute profession en fait, j'ai fait l'atelier conduite automobile. Je l'ai fait sans être vraiment très motivé, mais il me l'était conseillé. Et bien m'en a pris de faire cet atelier parce que j'ai vraiment découvert plein de choses. Que je n'étais pas dans les clous, en fait. Qu'il fallait vraiment... il y avait quand même l'histoire de droit, l'histoire du code de la sécurité routière, du code je sais plus quoi, enfin, un certain nombre de codes, et qu'il fallait vraiment faire le nécessaire pour être sûr d'être assuré, en fait. C'est ça. Ça ne paraissait pas très important de faire tout ça, puisque j'ai l'impression que je conduisais bien. Et le retour que j'avais de mon entourage, c'était ça aussi. Je conduisais prudemment. Voilà. Je conduisais beaucoup plus lentement qu'avant. Ça, c'est sûr. Donc, parce qu'on se rend compte un petit peu de ses compétences. Mais là, c'était une histoire
d'assurance. Le danger de ne pas s'assurer en cas d'accident grave qui pourrait causer des dégâts corporels, voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait ces démarches-là. Alors j'ai été d'abord dans un centre à Coubert faire une évaluation par un médecin neuro et surtout par une ergothérapeute qui m'a fait conduire et qui, suite à cette conduite, a proposé que je puisse conduire justement, voilà. Et il y a un certain nombre de démarches à faire qui me paraissaient fastidieuses, que je les ai faites. Et donc maintenant, je suis plus rassuré si se passait quoi que ce soit. Je l'ai relativement bien vécu parce que ça confirmait ce que je ressentais. C'est-à-dire que je conduisais correctement et prudemment. Voilà. Alors, avec l'ergothérapeute à Coubert, au centre de Coubert, j'ai découvert que s'il fallait piler, par exemple, je n'étais pas tout à fait, j'appuyais pas assez sur le frein. C'est ballot, mais elle m'a repris plusieurs fois. Et du coup, parce que j'avais jamais pilé dans ma vie. Et donc, j'ai appris à freiner brutalement, pour éviter, je sais pas, un ballon qui passe, un gamin qui traverse. Voilà. Et ça, j'ai découvert ça. On devrait le découvrir d'ailleurs lorsqu'on passe le permis. Plus tranquille sur ce plan-là. Et pour la conduite, non, ça m'a pas vraiment changé parce que déjà j'avais pris conscience de la nécessité par rapport à cette pathologie d'être prudent et de jamais faire d'excès de vitesse ou des choses comme ça. C'est un petit peu casse-pied, à vrai dire, mais je crois que c'est nécessaire parce que je vois quand même que la maladie évolue beaucoup plus vite que je ne pensais. C'est-à-dire que j'ai été diagnostiqué Parkinson typique, puis après ça a été remis en question pour arriver à cette atrophie multisystématisée. Et effectivement, je trouve que je baisse vite en compétences. Alors pas trop, tout ce qui est langage, ça va. Tout ce qui est cognitif, il me semble que ça va. Faire un petit peu attention aux troubles de l'attention, justement. Le message principal, c'est qu'on se croit toujours plus fort que ce qu'on est. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est nécessaire de faire toutes ces étapes. Avoir quelqu'un qui juge votre conduite, qui juge d'une façon bienveillante, qui peut donner des conseils. Ce qui me paraît aussi utile et nécessaire, c'est de préserver ma conduite en sécurité. Voilà. Et de pouvoir avoir cette autonomie qui est très importante pour moi. Pardon, la motivation, donc vous voyez, c'est vraiment être assuré, la tranquillité. Et je voulais aussi, donc il y a monsieur Grégory Nomura, donc qui est atteint d'un moya-moya, qui m'a raconté son histoire, et je voulais partager avec vous. Donc vous allez voir, c'est un parcours très différent. Donc, il a commencé par avoir un épisode transitoire d'aphasie et il a eu ensuite une IRM qui a semblé révéler une thrombose. Donc, son neurologue hospitalier a émis une contre-indication à la conduite automobile.
Mais ensuite, il a fait des examens complémentaires qui ont révélé un état stable. Et l'idée, c'est qu'encore une fois, là, vous voyez, on est dans un autre type de pathologie. Et là, ce qui est important dans ce type de pathologie, c'est la stabilité des examens. Donc, en l'absence d'épisodes transitoires dans les mois suivants, un autre neurologue, son neurologue de proximité, a émis un avis, lui, favorable à la conduite. Donc, vous voyez, là, on est des neurologues qui donnent des avis d'aptitude. Encore une fois, on n'est pas, comme je vous avais présenté dans le tableau d'avant, sur un avis de risque. Hein. Donc, Monsieur Nomura commence les démarches pour faire revalider son permis, sauf qu'on est dans un cas complexe. Donc, en plus, il est dans une région où il y a peu de médecins agréés. Les médecins agréés, les 4 médecins agréés qu'il a sollicités n'ont pas souhaité statuer, ne se sentant pas compétent. Il a donc dû aller voir la commission médicale, ce qui est l'étape d'après si jamais en cas que les médecins agréés ne peuvent pas statuer. Et donc là, évidemment, il a vécu cela comme un enfer, d'autant que ça signait l'arrêt de sa vie professionnelle et des complications majeures chez une personne jeune pour sa vie personnelle. Donc, je voulais juste vous lire ce qu'il a écrit. Il dit « Je comprends les gens qui ne souhaitent pas faire la démarche spontanément. Sans contre-indication inscrite dans mon dossier médical, nous ne l'aurions pas fait. Mais une fois la contre-indication notée, nous ne pouvions pas prendre le risque de la conduite au vu des enjeux en cas d'accident corporel, c'est-à-dire le fait de ne pas être assuré. Et il dit un autre point important, je pense, dans les réflexions ultérieures que vous pourrez avoir dans des groupes de travail, c'est aussi un point. Il dit, je suis dorénavant dans une position délicate à chaque consultation neurologique. Parce que là, donc, on est chez une personne pour qui la mention de la stabilité de l'état est importante. Il dit, je dois évaluer les risques et les bénéfices avant de partager des informations sur mon état de santé, sachant qu'en cas de mention d'un avis défavorable, je pourrais être à nouveau privé de mon autonomie. D'accord ? Et je voudrais vous présenter un dernier cas pour être clair. Donc là, c'est un témoignage audio. Je sais pas si ça marche. Attends, est-ce que tu peux cliquer s'il te plaît sur... Bonjour à tous. Voilà. Voici mon témoignage concernant ma pathologie et la conduite automobile. Je suis une femme de 58 ans qui présente un syndrome parkinsonien, AMS. Diagnostic évoqué depuis octobre 2023. Parmi les symptômes, j'avais repéré un défaut de vigilance, en particulier lors de la conduite avec, par moments, une trajectoire peu régulière, surtout en cas de fatigue. Il faut savoir que pour aller travailler, je suis obligée de faire 50 km aller-retour quotidiennement minimum. Je suis médecin du travail et par mon métier, je suis informée des contre-indications relatives à la conduite dans le cadre de certaines maladies. Il m'arrive souvent d'expliquer aux personnes que je reçois au cabinet qui sont atteintes de certaines maladies, cardiovasculaires, rénales, neurologiques ou ophtalmologiques, l'importance de se signaler à la commission des permis pour valider leur permis de conduire. Lorsque j'ai appris ma maladie, il m'a donc semblé évident de faire le nécessaire. D'autant plus que mon mari, moniteur automoto, est lui aussi très sensible aux risques routiers. J'ai alors cherché les démarches à faire sur Internet. Et dans le cas du syndrome parkinsonien, il ne faut pas passer physiquement devant la commission des permis, mais faire un contrôle médical de son aptitude à la conduite pour raison de santé, auprès d'un médecin agréé. Et il faut trouver la liste qui existe pour chaque département. Ce médecin agréé ne doit pas être notre médecin traitant. Sur Internet, j'ai donc téléchargé un formulaire CERFA, avis médical. J'ai rempli ma partie, puis je l'ai amené à la consultation d'un médecin que j'ai choisi sur cette liste. Il s'agissait d'un généraliste en retraite d'environ 75 ans, qui m'a paru possiblement plus dangereux que moi en voiture. Mais après un examen clinique assez sérieux et des questions sur mes symptômes, il m'a finalement validé mon permis pour 5 ans. Mon neurologue m'avait prévenu que je risquais d'avoir une validité de permis pour 2 ans seulement. Alors j'étais plutôt satisfaite. Ensuite, j'ai téléchargé tous les documents sur le site de l'ANTS, avis médical, permis de conduire et photo d'identité numérique.
Puis en quelques semaines, j'ai reçu mon nouveau permis, avec cette fois une validité de 5 ans. Je devrais donc recommencer la procédure à l'issue de ces 5 ans. Il faut bien reconnaître que la démarche n'est pas d'une grande simplicité et n'encourage pas beaucoup à le faire. Et en plus, il faut penser qu'il y a le risque que le médecin décide de ne pas nous valider du tout notre permis. Mais pour ma part, ça m'a semblé indispensable. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et je ne me voyais pas prendre le moindre risque vis-à-vis de tiers. Même si cela complique les choses, il existe d'autres solutions en cas d'impossibilité de conduire. De plus, si je n'avais pas fait ces démarches, je savais pertinemment que je n'étais pas assurée pour la conduite, car les compagnies ont la possibilité de se dégager du contrat en apprenant qu'il y a une pathologie antérieure. Et rouler sans assurance me paraît inconcevable. J'ai simplement appliqué à mon propre cas ce que je conseille aux salariés en visite de médecine du travail lorsque c'est nécessaire. Bien sûr que mon problème reste le même, mais je suis très vigilante et ne multiplie pas les déplacements. Et j'ai la certitude d'être couverte par mon assurance. Je tiens à dire que je n'ai pas bénéficié de traitement de faveur par le médecin qui m'a examiné, mais en fait, il ne semblait pas vraiment connaître l'évolution de la réglementation au sujet du Parkinson et de la conduite. Voilà, écoutez, j'espère que ce témoignage vous sera utile. Merci. Bonjour à tous. Attendez. Voilà. Bon, très brièvement maintenant, donc vous voyez clairement dans les aspects négatifs, c'est compliqué, c'est des démarches fastidieuses, mais que la grande motivation, c'est la sécurité de conduite et la sécurité financière en cas d'accident. Enfin, c'est quand même un point majeur. Et le bénéfice plus psychologique, c'est la tranquillité d'esprit. Et on l'a vu aussi dans le cas de Monsieur Constant, que lorsqu'on va dans un centre d'évaluation de la conduite, on peut avoir une évaluation de ses aptitudes réelles. Et aussi, à ce moment-là, ce qui peut générer la possibilité d'installation, d'adaptation du véhicule, et ce qui peut quand même aussi amener un cercle vertueux de pouvoir conduire dans une vraiment meilleure sécurité. Donc ça redonne du sens dans tout ça. Voilà. Donc, comment maintenant soutenir et accompagner les malades dans ces démarches qui sont extrêmement compliquées, on l'a vu. Je pense dans les aspects positifs à valoriser, c'est l'objectif collectif de sécurité qui est de garantir la sécurité de tous les usagers de la route et de rappeler que le conducteur est en première ligne en cas d'accident, avec un impact psychologique, un impact physique bien sûr, mais un impact financier, et même s'il n'est pas toujours pleinement conscient des risques qu'il prend. Donc voilà, c'est logique et même rassurant, comme le disaient mes deux patients que j'ai interviewés, que au regard de l'évolution de la symptomatologie, l'aptitude à la conduite soit revalidée au fil du temps. Un deuxième point à valoriser, c'est la protection du lien familial. Tant que la loi était confuse, qu'il y avait une marge d'appréciation plus grande, il est clair que c'était généralement nous, les proches aidants, qui venaient jusqu'à moi, en l'occurrence, dans le cadre de mon expérience au Centre Expert Parkinson, pour aborder cette question de la conduite. Et j'ai vu des enfants assez terrorisés ou extrêmement ennuyés de pouvoir aborder avec leurs parents malades cette question, alors que j'ai vu par exemple aussi des grands-parents qui se voyaient interdire le fait de prendre dans leur voiture leurs petits-enfants. Et donc, utiliser un tiers, c'est-à-dire la législation comme levier, c'est plus rassurant pour les proches et c'est respectueux de leur dignité pour les malades, en fait. Une fois que des tiers ont pu leur donner une autorisation de conduite, c'est un levier pour pouvoir garantir qu'ils sont dans un cadre qui est sécure de fonctionnement. Et puis, il y a l'objectivité de l'appréciation. Donc là, c'est un point qui est encore à améliorer, bien sûr. Mais entre l'inquiétude des proches, les avis contradictoires au niveau médical, la politique de l'autruche des malades, il est clair que quand on peut se faire aider par un tiers compétent pour considérer avec objectivité la réalité des risques encourus, c'est la meilleure garantie pour prévenir le risque d'accident et mettre en place des adaptations, c'est-à-dire atteindre l'objectif de préservation de l'autonomie. Donc l'idée, c'est qu'une évaluation objective par un consensus de critères ou en multidisciplinarité, c'est la meilleure protection contre l'arbitraire ou plus les arbitraires. Voilà, en conclusion, l'esprit de la loi, c'est d'encourager à conduire
en sécurité, plus que discriminés. D'accord ? Donc certes, c'est un défi de trouver un équilibre entre la sécurité de tous, le respect de la liberté individuelle et le maintien de la mobilité. Mais envie de liberté, besoin d'autonomie, ça ne doit pas rimer avec inconscience ou irresponsabilité. C'est une responsabilité qui nous est collective pour un vivre ensemble. Mais aussi, donc, le poids des explications ou l'accueil de la colère ou du sentiment d'injustice ne doivent pas retomber sur les familles ou sur les associations de malades, bien évidemment. C'est pour ça que c'est vraiment important de pouvoir soutenir une homogénéisation des discours, une harmonisation des pratiques médicales, quelle que soit la rareté ou la fréquence des maladies ou des symptômes, pour une meilleure compréhension des enjeux, une meilleure acceptation des décisions et pour, encore une fois, éviter les arbitraires. Bref, je pense que c'est un bel objectif que d'œuvrer tous ensemble, de réfléchir ensemble pour contribuer à la sécurité et au respect de tous. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.